Force vitale et compréhension mythologique. Introduction. Je ne suis pas particulièrement expert en ce qui concerne ce type de force vitale. Donc il y a des aspects qui me dépassent. Cependant, c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer dans l'analyse des mythes. Tout d'abord, je nourris un profond respect pour l'intelligence et la sensibilité des anciens. Lorsqu'il s'agit de force vitale, certaines personnes trouvent cela trop étrange. Mais il est intriguant de constater que, dans des cultures et des époques très éloignées, et dans des contextes totalement différents, dieux de la médecine, sagesse, régénération, vitalité, transformation, le serpent est choisi pour représenter quelque chose. Il doit bien y avoir une raison. De nos jours, des mécanismes de la vie autrefois invisibles, comme les hormones sanguines, la transmission nerveuse ou la double hélice de l'ADN, deviennent progressivement visibles. C'est précisément ce contexte contemporain qui rend l'analyse particulièrement précieuse. Que regardaient donc les anciens lorsqu'ils observaient le serpent? Synthèse provisoire. De nombreuses cultures ont décrit l'existence d'une force invisible qui circule dans le corps et soutient la vie. Cette force est souvent associée au sang, au souffle ou à un mouvement interne continu. Elle est étroitement liée à l'expérience corporelle, sans pour autant se confondre avec la sensation brute. Il ne s'agit pas ici d'une substance surnaturelle ni d'une simple métaphore poétique, mais d'un processus de vie. Un ensemble de dynamiques internes qui orientent la perception, l'émotion, la décision et la manière d'entrer en relation avec autrui. Pour clarifier l'analyse, il est utile de distinguer deux dimensions. Les processus internes, non directement observables, qui régulent le corps de l'intérieur. Les effets extériorisés, perceptibles sous forme de présence, d'atmosphère ou d'influence. Ces deux dimensions correspondent assez bien à ce que les traditions anciennes décrivaient comme un versant intérieur et un versant extérieur de la force vitale. 1. La force vitale comme processus physiologique. Une interprétation contemporaine plausible de la force vitale consiste à la relier, au moins en partie, aux mécanismes de régulation neurochimique et hormonale. Des substances telles que l'adrénaline et la noradrénaline, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, modifient directement le ton émotionnel, le jugement et la prise de décision, la capacité d'action, la perception du danger, les liens d'attachement et de confiance. Dans cette perspective, les descriptions anciennes de circulation, d'activation ou d'intensification de la vitalité peuvent être comprises comme des interprétations phénoménologiques de forces régulatrices internes. Cette dimension relève d'un mode d'être interne. Elle agit à l'intérieur du corps et n'est pas directement visible. 2. Pourquoi la physiologie ne suffit pas? Cependant, l'explication physiologique ne rend pas compte de l'ensemble de l'expérience vécue. À état interne comparable, les individus peuvent différer profondément quant à l'atmosphère qu'ils dégagent, l'influence qu'ils exercent sur un groupe, la densité ou la tranquillité de leur présence. Il existe également des moments où l'ambiance d'un lieu change sans parole, sans contact, sans action manifeste. Cela suggère que la régulation biologique agit comme un support, mais non comme une explication exhaustive. Une part de la force vitale demeure relationnelle, contextuelle, émergente. 3. La difficulté du versant extériorisé. L'aspect le plus délicat à analyser est ce que l'on peut appeler la force vitale extériorisée. Il ne s'agit ni de simple jovialité ni d'extraversion. Elle se manifeste à travers la posture et les micro-mouvements, le regard et l'attention, le rythme de la respiration, l'occupation de l'espace et la sensation de pression. Le
Rapport au silence et au timing. Aucun de ces éléments ne suffit à lui seul. L'ensemble est difficilement mesurable, difficilement reproductible, fortement dépendant du contexte. C'est pourquoi cette dimension échappe largement aux méthodes scientifiques actuelles, sans pour autant pouvoir être niée. 4. Transmission affective et dynamique collective. Ce que l'on désigne traditionnellement comme force vitale recoupe des phénomènes que la psychologie et les neurosciences commencent à explorer. Contagion émotionnelle, résonance empathique, neurones miroirs, dynamique des groupes. Exemple courant. L'élévation émotionnelle devant une performance athlétique coordonnée. La transmission de la tension ou du calme. L'impression d'être saisi par la présence d'une personne intensément concentrée ou passionnée. Il ne s'agit donc pas de phénomènes non scientifiques, mais de domaines encore partiellement élucidés. Entre réduction et mystification. La force vitale ne peut être assimilée à une forme de magie. Mais elle ne peut pas non plus être rejetée comme simple illusion, sans ignorer la convergence remarquable des mythes à travers les cultures. La distinction entre processus internes de régulation et effets relationnels externes permet de situer ce qui est explicable et ce qui demeure provisoirement ouvert. Une lacune commune à la littérature, à la spiritualité et à la science. La littérature conserve le sens narratif mais perd souvent le corps. Le discours spirituel oscille entre mystification et rejet de l'incarnation. La science tend à modéliser l'humain comme un système mécanique. Dans ces trois domaines, l'être humain vivant et sensible risque de disparaître. Pourquoi la figure du serpent revient sans cesse dans de nombreuses cultures? La réflexion sur la force vitale converge vers la figure du serpent. Dans les traditions indiennes, la Kundalin s'élève le long de la colonne vertébrale sous forme de serpent enroulé. Dans la Grèce antique, le serpent accompagne les divinités de la guérison comme Asclépio. Le caducée montre deux serpents en équilibre. Le mythe de Tirésia associe le serpent à la transformation du sexe et de la perception. L'ADN adopte une structure en double hélice. L'enjeu n'est pas de dire que le serpent symbolise la force vitale, mais qu'il reflète une expérience corporelle. Le serpent est dépourvu de membres, se déplace pourtant avec puissance, avance par ondulation, fait de la colonne vertébrale son centre moteur. Il donne forme visible à quelque chose d'invisible mais ressenti. Une force qui circule, s'élève, se replie et transforme sans origine clairement localisable. Au-delà de l'explication par elle autre monde. Le serpent est souvent décrit comme médiateur entre les mondes. Mais cela n'explique pas à lui seul son association constante avec la guérison, la vie et la connaissance. D'autres figures liminales auraient pu jouer ce rôle. Oiseaux, poissons, insectes. Si le serpent domine, c'est sans doute parce qu'il extériorise des dynamiques corporelles internes. Circulation du sang, transmission nerveuse, rythmes hormonaux, respiration, sensations le long de la colonne. Conclusion. Ce champ de réflexion demeure difficile. Et cette synthèse reste provisoire. Il n'est pas nécessaire d'y adhérer immédiatement. Peut-être qu'un jour ces dynamiques seront reconnues directement par l'expérience. Ou bien que les sciences élaboreront des modèles capables de rejoindre ce que les mythes tentent d'exprimer depuis longtemps. À tout le moins, les mythes apparaissent comme l'effort continu de l'humanité pour comprendre ce que signifie vivre en tant qu'être incarné. Traversé par des processus internes longtemps ressentis avant d'être mesurés. Le texte complet est sur Patreon. J'attends votre visite avec impatience.